merci de votre présence. On va essayer de passer 1h20 ensemble avec les intervenants autour de la table pour ce sujet qui est la quadrature du cercle. Quand on a trop de moyens, on n'a pas le droit de rentrer dans le logement social. Quand on n'en a pas assez, on a du mal à payer les loyers privés et tous les élus cherchent à apporter une solution. Et c'est vrai que c'est le sujet d'actualité. Et c'est vrai que c'est un sujet un peu plus fort dans les zones tendues en Île-de-France qu'ailleurs, bien évidemment, parce que c'est là que le foncier étant plus cher, il s'agit d'essayer de trouver des solutions pour avoir un logement intermédiaire de qualité avec ce fameux parcours résidentiel. In fine, il faudrait presque, en fait, que je suis en train de me dire de temps en temps que ce parcours résidentiel devrait être enseigné à l'école. Il faudrait dire que quand on arrive à 18 ans, si on peut acheter ou commencer un parcours et expliquer à des enfants ce qu'est la vraie vie jusqu'à la retraite, ça permettrait de prendre conscience de la façon dont on peut peut-être rentrer dans ces parcours résidentiels. Alors, nous avons autour de la table aujourd'hui Gilles Ricourt de Bourgie, président de la FNAIM. Merci de votre présence. Claude Knapik, directeur territorial du développement immobilier de l'IDF Batigère. À ma droite, Michel Clerc, président d'Astria, François Payel, président de la FPI, et Claire Julliard, co-directrice de la chaire Ville et Immobilier de Paris-Dauphine. Je propose de peut-être démarrer par vous, Claire, pour donner un petit cadre plus universitaires à nos débats, avant de rentrer dans des solutions plus politiques, voire aussi des commentaires des uns et des autres. Vous avez la parole. On va essayer de faire ça de manière assez fluide, comme si c'était une conversation d'amis. Et bien évidemment, après, vous pourrez poser des questions pour terminer cette réunion. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, mon statut de chercheuse me confine souvent dans le rôle de la conf de cadrage. Alors, j'interviens pas tout, enfin, mon point de vue n'est pas tout à fait en apesanteur, mais évidemment, il est loin de l'opérationnel. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui, puisque donc la question, c'est celle du parcours résidentiel et quel rôle du logement intermédiaire dans la réalisation du parcours. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est 2-3 situations, enfin 3 en particulier, situations qui, à mon sens, permettent de révéler l'ensemble des rôles qu'on peut imaginer donner aujourd'hui au logement intermédiaire. Et vous verrez que parmi ces rôles, il y en a qu'on peut concevoir tout à fait naturellement et dont on parle beaucoup, et d'autres, à mon sens, qui sont peut-être moins largement débattus. Enfin, vous me direz en tout cas ce que vous en pensez. N'hésitez pas les uns et les autres à m'interrompre au cours de cette petite présentation. Donc, un petit préalable, quand on parle de parcours résidentiel, ça va être mon point d'entrée dans le sujet logement intermédiaire, on parle en réalité de mobilité résidentielle et on parle de l'enjeu de plus en plus incontournable aujourd'hui, dans un contexte d'insuffisance, d'inadaptation et puis de cherté du logement, à répondre à la demande de mobilité résidentielle. Les Français sont réputés pour être pas particulièrement mobiles, mais ils ont besoin d'être mobiles de plus en plus et ils ont de moins en moins de moyens de parvenir à l'être. Pourquoi parler de cet enjeu et de cette, en des termes, comme s'il était effectivement aujourd'hui incontournable? Il me semble que en autorisant les Français à être plus mobiles, à suivre la logique de leur parcours, de leur cycle de vie, qu'il soit professionnel ou personnel, bien sûr, ce qu'on pose, c'est une question de bien-être citoyen, tout simplement, mais aussi, et peut-être plutôt au niveau des collectivités, une question de cohésion sociale et une question également de compétitivité économique, et j'y reviendrai évidemment. Alors, la première situation sur laquelle je voudrais revenir, c'est le blocage des parcours, des situations de blocage du parcours résidentiel. Cette situation, elle est assez fréquente. Elle touche y compris les classes moyennes, qui sont la cible principale du logement intermédiaire. Elles en concernent à peu près 40%. C'est en tout cas le constat qu'on a pu faire à Dauphine à travers une enquête qu'on a réalisée par questionnaire il y a déjà quelques années déjà, mais dont on peut difficilement s'imaginer qu'elle aboutirait aujourd'hui à des conclusions radicalement différentes. Donc, une situation fréquente, celle du blocage des parcours résidentiels, et une situation qui est provoquée par un facteur principalement, et on revient toujours au même, celui de la cherté du logement.
Alors il faut dire effectivement que les marchés du logement opèrent un tri social de plus en plus radical, et cela tend à l'achat, le marché étant d'autant plus sélectif. C'est aussi quelque chose qu'on a pu révéler à travers une étude, que les biens les moins chers sont ceux qui précisément ont subi les plus fortes augmentations de prix pendant la période des années 2000, et le flottement des marchés immobiliers qu'on observe depuis le tournant de 2008 n'y a absolument rien changé. Donc des biens très chers et les biens les moins chers qui se sont le plus fortement renchéris. Et cela, on l'observe aussi bien à Paris que en province, et dans des proportions même des fois beaucoup plus fortes en province. J'ai par exemple en tête le cas de Marseille, dont les prix ont littéralement explosé pendant la période de flambée des années 2000, et dont les prix des biens les moins chers ont encore plus explosé que les prix des biens les plus chers ou les prix des biens moyens médians. Et puis ces tendances de prix et au fond qui concourent donc à accroître le caractère très sélectif des marchés, ils concernent aussi bien les quartiers centraux, qui sont réputés en général pour être les plus chers, quoique ce n'est pas tellement le cas à Marseille, que les périphéries. Donc un phénomène massif qui oppose évidemment des obstacles de plus en plus difficiles à dépasser aux ménages. Et puis à la location, on a aussi une très grande sélectivité qui s'opère à travers la cherté du locatif privé, et puis également à travers, par exemple, les conditions, les garanties, les cautions qu'on impose aujourd'hui aux candidats à la location. Ce blocage des parcours, pourquoi est-ce qu'il est problématique ? Parce qu'il est c'est un facteur de décalage entre le cycle de vie des ménages et leur parcours résidentiel. Être immobile, par exemple, c'est effectivement renoncer à s'agrandir quand la famille s'agrandit pourtant. Et puis, autre préjudice en termes d'accès à l'emploi, puisque être immobile, c'est renoncer à faire évoluer sa carrière, limiter les possibilités de sortir d'une passe difficile quand tout cela impliquerait de déménager. Alors, dans ce contexte, je vois que je suis déjà beaucoup trop longue. Ça va encore. Classiquement, c'est parce que j'en ai encore à dire, mais je vais essayer d'être fait 5 minutes, d'être plus rapide. Vous pouvez poser le cadre. Bon, merci beaucoup. Donc, dans ce contexte, on comprend bien assez classiquement que le logement intermédiaire, il a vocation pour débloquer ces parcours, enfin, à contribuer à débloquer ces parcours en représentant à la fois une voie de sortie du logement social, tel qu'on peut le concevoir assez communément aujourd'hui, puisque les parcours sont aussi bloqués dans ce parc-là. Et c'est aussi une voie de contournement du logement privé. Là encore, je crois qu'on fait tous ce type de constat-là sur le rôle, la vocation du logement intermédiaire. Plus généralement, le locatif intermédiaire, c'est une voie d'accès supplémentaire au logement abordable. Et au fond, d'ailleurs, quel que soit le parc de provenance, qu'il soit social ou privé, en gros, c'est, à mon avis, un levier pour redonner au locatif son rôle traditionnel, indispensable d'instrument de la mobilité, sachant, on l'a vu d'emblée, que cette mobilité, elle se joue à la fois au plan résidentiel qu'au plan professionnel. J'imagine que ça a été l'objet d'une des tables rondes d'hier déjà. Alors, deuxième situation très symptomatique, la perte du statut de propriétaire. Là encore, on a affaire à une situation assez fréquente, un accident de parcours, un accident de la vie, comme on pourrait dire, qui est même de plus en plus fréquent et qui ne touche pas seulement les classes populaires, les ménages les plus fragiles, mais également les classes moyennes, alors même qu'elles ont de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété. Cet accident de parcours, de plus en plus fréquent donc, rappelle que les parcours résidentiels aujourd'hui sont plus linéaires, à l'image de nos vies, qui sont souvent marquées par des décompositions familiales, mais aussi par la précarité et l'instabilité professionnelle. Et le résultat auquel on aboutit, c'est au fait que l'accès à la propriété, en l'occurrence, puisque c'est souvent comme ça que ça se solde, d'une maison, n'est plus forcément le terme du parcours résidentiel aujourd'hui, mais n'en est plus qu'une étape
dont la fin, donc dans des conditions, je dirais, accidentelles, expose des ménages déjà très fragilisés par les aléas de la vie à toutes sortes de difficultés nouvelles, tels que des droits de mutation élevés, l'engorgement ou le manque d'attractivité du locatif social, et puis dans le secteur libre, faute d'alternatives, à des taux d'effort records. Alors, si on considère ces difficultés, moi je serais d'avis à souligner un autre rôle qu'on peut donner au locatif intermédiaire, et sachant que le locatif, de ce point de vue-là, au fond, il n'aurait pas seulement vocation à agir sur la mobilité au sein du parc locatif même. Il n'a pas seulement non plus le rôle de transition entre le locatif social et le locatif privé. Il peut agir en sens inverse, en accueillant du privé vers le social, ou en tout cas le logement abordable, des ménages qui sont en difficulté et en situation de rupture. En gros, un rôle d'amortisseur des parcours en offrant une alternative au parc social et au parc privé qui finalement, pour des raisons évidemment complètement différentes, s'avère beaucoup trop sélectif pour ce type de ménage. Troisième situation, et ce coup-ci je vais aller beaucoup plus vite, enfin je vais essayer. Alors la troisième situation, c'est changer d'agglomération. Alors encore une fois, les Français ne sont pas réputés pour être terriblement mobiles par rapport aux Américains, par exemple, mais il se trouve qu'ils sont de plus en plus amenés ou encouragés ou sollicités à changer d'agglomération pour être mobiles, notamment au plan professionnel. Alors, cette demande de mobilité dite de longue distance, qui implique donc de changer d'agglomération, pourquoi on en parle? On en parle parce qu'elle est quand même, parce qu'elle représente quand même une demande d'ampleur. Il y a beaucoup de personnes, de ménages qui changent d'agglomération tous les ans. Les dernières données qui sont disponibles sur cette thématique permettent d'établir à peu près 900 000, 1 million de personnes qui changent d'agglomération, enfin qui ont changé d'agglomération, pardon, pendant la seconde moitié des années 2000. Donc voilà, ça pèse quand même. Et puis surtout, ça pèse d'autant plus que cette demande qui émane en fait des mobiles, des personnes qui changent d'agglomération, elle est très ciblée. Et elle cible en particulier Paris, évidemment, qui est la ville qui brasse le plus de monde, et puis nos principales agglomérations, qui sont les plus attractives au plan économique, les plus dynamiques au plan de la croissance de l'emploi, et puis qui de fait sont également les plus chères, d'où une nouvelle difficulté qu'il devient de plus en plus difficile à surmonter, et de nombreuses entreprises aujourd'hui en témoignent évidemment. Donc voilà, une demande qui agit sur qui pèse sur des marchés qui sont déjà très tendus. Donc tout l'enjeu avec le développement du logement intermédiaire, y compris dans ces agglos où le gap est souvent moins important entre le privé, entre le social et le privé qu'à Paris par exemple, c'est précisément d'encourager leur accès et de ce fait de préserver leur capacité dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel à attirer toujours plus de forces vives pour booster leur dynamisme économique. Je finirai juste sur ces quelques mots, puis j'ajouterai peut-être le reste de ce que j'avais prévu dans le fil de la discussion. Évidemment, cet enjeu s'impose de façon beaucoup plus forte encore dans le cas de Paris, pour deux raisons principalement, parce que Paris, évidemment, et l'agglomération, les difficultés d'accès au logement sont les plus grandes, du fait notamment de la cherté du logement, mais aussi parce que Paris, en tant que plaque tournante des mobilités résidentielles en France, c'est elle qui brasse l'essentiel de nos mobiles, et elle en attire de partout, elle en refoule partout, enfin c'est vraiment la plaque tournante de nos mobiles en France. Et du coup, de ce fait, ou en tout cas notamment de ce fait, elle assure une véritable fonction de redistribution des populations et de leurs richesses dans toute la France, fonction qui renforce son rôle de locomotive de l'économie française. Du coup, quand on parle de l'accès au logement dans le contexte parisien, on ne parle pas simplement d'un enjeu local, on parle d'un enjeu absolument national. Et j'en finirai là, parce que je crois que j'ai déjà abusé de mon temps de parole. Merci Claire Julliard d'avoir
poser un peu le décor et de rappeler la nécessité de cette mobilité. Alors il y a les mobilités régionales, puis il y a la mobilité du parcours, mais finalement on s'aperçoit qu'en parlant de mobilité, on s'aperçoit que le parcours, c'est finalement le parcours professionnel aussi. C'est dans l'évolution de son parcours professionnel, entre le début d'une carrière et la fin, à un moment, on est dans une période intermédiaire de son propre parcours professionnel avec un besoin de logement qui correspond à un moment de sa vie et à des revenus, bien évidemment, qui vont peut-être un jour évoluer, qui ont démarré plus bas, parce que en théorie, on peut évoluer, notamment sur les cadres qui sont plus mobiles que d'autres, et il faut donc trouver à un moment donné un logement qui est adapté avec cette spécificité. Île-de-France, on l'a cité. Région PACA, en citant Marseille, vous avez rappelé qu'en effet, aujourd'hui, il y a presque 2 zones tendues, Marseille, Nice, et puis l'Île-de-France, et trouver des solutions. Alors je vais demander à Michel Clerc, président d'Astria, vous avez fait des études vous-même, justement pour identifier le profil, en fait, et des entrants et des sortants. On va démarrer avec les entrants pour mieux comprendre, en effet, ceux qui sont aujourd'hui éligibles ou souhaitent rentrer dans le logement intermédiaire. Oui, alors ça n'est pas en tant que président d'Astria que j'ai l'honneur d'être à cette table. Là, c'est surtout comme président de Logif, qui est le plus gros intervenant en matière de logement intermédiaire sur la région parisienne. C'est 30 000 logements à peu près, dont, disons, les 2 tiers qui sont des vrais logements intermédiaires. Il y en a un certain nombre qui appartiennent à des constructions de l'après-guerre qui sont aujourd'hui plus proches en fait du logement HLM que du logement intermédiaire. Donc dans toutes les statistiques que je vais vous présenter maintenant, nous avons sorti, les équipes de Logif ont sorti tout ce qui était dans le patrimoine trop proche du HLM pour ne pas polluer la signification des chiffres. Alors, qui est-ce qui vient dans le logement intermédiaire? On s'est interrogé d'abord sur l'âge des entrants. Dans le logement intermédiaire, c'est très clairement les jeunes qui rentrent dans ce logement. Les moins de 30 ans représentent 38% des entrants chaque année. Donc, quand on parle du logement des jeunes actifs, le logement intermédiaire y contribue énormément. Ce n'est pas du tout la proportion qu'on a dans le logement social en général. Et puis, si on ajoute ceux qui rentrent entre 30 et 39 ans, c'est-à-dire l'activité ayant démarré pour chacun d'entre eux, on en trouve encore exactement autant, 38,5%. Donc, vous voyez que les moins de 40 ans représentent à peu près 75 à 76% en fait, de l'ensemble des entrants dans le patrimoine, dans le logement intermédiaire. J'ai oublié de dire que le GIF n'intervient que sur la région parisienne. Donc on a bien dit que le logement intermédiaire, c'était un produit dont la niche écologique était étroite, mais importante. C'est en fait la région parisienne et quelques rares régions de France. On a cité PACA, et encore à PACA, dans PACA, quelques endroits dans PACA. Et pour le reste, le logement intermédiaire n'a pas de vraie raison d'être, puisqu'il n'y a pas d'espace entre le marché libre et le marché du logement social. Le profil de la famille, la famille moyenne, elle est de 2,3 personnes, c'est-à-dire que, et là-dedans, nous avons pourtant 30% de personnes seules, et les familles avec ou sans enfants représentent 65%. C'est ça le chiffre le plus important. Ajoutons que, et ça c'est la sociologie bien connue, notamment de la région parisienne, les familles monoparentales à l'entrée représentent 7% du total. Donc voilà pour ce qui est du profil familial. Le niveau des revenus, il est forcément plus élevé que la moyenne de ceux qui rentrent dans le logement social, évidemment, compte tenu des plafonds de ressources et des seuils de ressources. Le revenu moyen, 87%, enfin en tout cas des entrants, sont classés dans ce que l'INSEE appelle la classe moyenne. Alors vous savez qu'il y a une classe pauvre, il y a une classe populaire, une classe moyenne, il y a une classe aisée, il y a une classe riche. Pour le logement intermédiaire, c'est très clair, c'est la classe moyenne et puis tout de suite derrière, et pas très loin, la classe aisée. Donc les jeunes actifs qui sont en fait en constitution de carrière, en fait, qui sont en train de construire leur carrière. Et moins de 4% de ceux qui rentrent dans le patrimoine, dans le logement intermédiaire, appartiennent à ce qu'on appelle la classe populaire, c'est-à-dire le deuxième segment de la classification INSEE. En matière d'activité professionnelle, alors
Ma statistique est un peu biaisée parce que comme EGIF est un élément du groupe Astria, qui est un collecteur de 1% logement, vous n'allez pas être étonné de voir qu'effectivement, tous les gens qui rentrent, ou l'essentiel des gens qui rentrent dans ce patrimoine, ce sont des gens qui travaillent. 87% sont en CDI, 5% sont en CDD et 8% sont sans emploi. Dans les sans-emploi, il y a les membres du couple, parce que c'est une statistique sur l'ensemble des adultes qui rentrent dans le logement. Il peut y avoir un conjoint qui ne travaille pas, temporairement peut-être, 3% à peu près sont à la NPE, et 5% qui ne travaillent pas pour d'autres raisons. Donc l'essentiel, tous ont une activité professionnelle. Et peut-être qu'en dernier point, au moins sur les entrants, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent du parc privé pour l'essentiel, 48%, c'est-à-dire la moitié vient du parc privé. Là, vous parliez justement du parcours entre les différents segments du marché immobilier. Et la deuxième source d'entrée, si je peux dire, ou en tout cas la statistique montre qu'en fait, 28 à 29% sont issus d'un logement qui n'était pas un véritable logement marchand, ou logé à titre gratuit, 7%, ou hébergé chez les parents, 19%, ou encore hébergé chez un particulier. Donc on peut imaginer que c'est peut-être une petite amie ou un petit ami, ou un cousin ou une cousine, qui représentent à peu près 3%. Donc en gros, et c'est assez corrélé avec le fait qu'on loge beaucoup de jeunes, de gens qui entrent dans le parcours immobilier, donc près de 30% en fait sont en phase de décohabitation quand ils arrivent dans le parc du logement intermédiaire, au moins en tout cas dans la statistique que nous avons là. Et puis la troisième catégorie, c'est ceux qui viennent du HLM. Donc vous parliez ils ne peuvent pas rester dans le HLM, surtout s'ils doivent s'agrandir, parce qu'ils ont dépassé les plafonds. Ils appartiennent plutôt à la classe moyenne plutôt qu'à une classe populaire. Et donc on les trouve à l'entrée du logement intermédiaire. Et là encore, le logement intermédiaire joue bien un des rôles que vous avez souligné tout à l'heure. Et ça représente à peu près 14%. J'ai oublié de dire qu'il y avait quelques propriétaires occupants, 4%. Alors on imagine effectivement peut-être le studio d'étudiants qui est devenu un peu court. Et enfin, le dernier, mais ça compte, c'est tout à fait epsilon, moins de 1%, viennent d'un logement de fonction ou équivalent. Voilà donc le parcours, le profil des entrants. Mais merci pour ce premier cadrage sur les entrants. On verra tout à l'heure dans une autre partie sur les sortants. Mais c'est vrai qu'on voit qu'on est dans le parcours. Vous avez dit vous-même, on peut passer dans sa période. On avait des revenus dits dans la classe populaire, puis on arrive dans des revenus dits classe moyenne. Donc on sort de la possibilité d'être éligible dans le logement social. Puis la famille s'agrandit. Donc il faut tout à coup trouver un cadre. Et vous avez bien rappelé qu'en Ile-de-France, il faut trouver de l'espace entre le logement libre et le logement social, ce qui n'est pas le cas partout. Quand il n'y a pas cet espace, il n'y a pas le débat sur le logement intermédiaire, et il faut essayer de le construire. Comment, Monsieur Knapik, vous voyez votre intervention en tant que bailleur social aujourd'hui dans cet univers du logement intermédiaire, d'ailleurs dans le cadre du club de l'accession à la propriété? Il y a un débat d'ailleurs sur le sujet en disant, certains disent, mais le logement intermédiaire, je provoque un peu, ça devrait être un problème que du privé et pas du social. Comment voyez-vous cela? Merci. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ils ne le pensent pas tous, mais certains le disent. Alors, comment je mets ça en route? Ça devrait marcher. C'est bon, ça marche, oui. Non. C'est bon, ça marche. Si. Sinon, je vous passe le mien. Alors, attendez, voilà. Ça a l'air de marcher, voilà. Oui, à la question, effectivement, donc nous, on est, le réseau Bâti gère une association de plusieurs bailleurs nationaux. On compte à peu près 110 000 logements en France aujourd'hui, 50 000 en Ile-de-France, dont à peu près 20% de logements dédiés aux classes dites moyennes. Alors effectivement, dedans, il y a différentes catégories de locataires, de population. Enfin, 20% de ces logements-là peuvent prétendre à des classes moyennes, comme le précisait ou le décrivait Monsieur Clerc. Nous, en tous les cas, on s'inscrit en tant que bailleurs sociaux comme acteurs de la mixité sociale. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse mieux vivre ensemble sur les territoires. Et on est assez convaincu que ce mieux vivre ensemble pourra se faire si on arrive à mixer, même si le terme n'est pas très beau, les populations entre elles et faire en sorte que des gens plus modestes puissent côtoyer des gens un peu moins modestes, voire des classes moyennes. Donc
systématiquement, dans nos programmes, on essaye de jouer de cette mixité, alors à la fois avec les outils purement sociaux, c'est-à-dire développer du logement social, du PLAI, voire maintenant même des PLAI HLM, puisqu'on crée une nouvelle catégorie de logements PLAI encore plus attractifs en termes de loyer pour les ménages les plus modestes, jusqu'au PLS. Donc là, on est vraiment dans le spectre quota SRU, enfin, qui permet d'entrer dans le champ du logement social, mais également de développer cette offre intermédiaire. Alors on a des outils quand même qui nous sont assez favorables, puisqu'effectivement, si on parle de logement intermédiaire, aujourd'hui, il est attractif parce que la loi de finances redonne de l'attractivité fiscale à ce produit. Il ne l'était pas il y a encore 3 ans. Je pense qu'assez peu d'opérateurs se positionnaient sur ce produit immobilier. Aujourd'hui, il regagne de l'intérêt. Et il a de l'intérêt aussi parce qu'on arrive à avoir dans une même opération une part sociale qui permet de prétendre à ces dispositifs. Donc nous, en tant qu'opérateur social, on s'inscrit pleinement dans cette volonté de produire du logement intermédiaire pour faciliter le parcours résidentiel. Et je reprendrai ce que disait Madame Julliard là, sur le parcours résidentiel. C'est vrai qu'il est généralement, en tous les cas théoriquement, plutôt ascendant, c'est-à-dire qu'on rentre dans le logement social sur éventuellement de l'hébergement, du PLAI, puis on progresse avec ses revenus, donc on monte de catégorie en catégorie, de PLUS en PLS. Puis à un moment donné, on arrive à se dire qu'on sort du logement social pour aller vers le logement privé ou intermédiaire. Mais c'est vrai aussi que le parcours résidentiel s'entend, je dirais, dans les accidents de la vie. Alors, accidents de la vie ou, en tous les cas, évolution dans la composition familiale. C'est-à-dire on a évidemment certains de nos locataires qui va avoir un décès, un divorce, on va être en retraite, donc les ressources vont évidemment diminuer. Et nous, en tant que bailleur social, on aura, grâce à la multiplicité des produits logements que nous avons à gérer, possibilité de proposer cette alternative, également donc pour ces classes moyennes qui seront quand même, je dirais, dans notre parc de clients, puisqu'on les appelle comme ça, on n'a pas honte du terme, et pouvoir leur proposer une alternative dans le parc social de manière plus facilitée, puisqu'on sera déjà au sein même d'une même entité de gestion. Donc la mixité sociale, pour nous, est un moteur assez constant dans notre acte de production et de gestion. On est poussé aussi par les pouvoirs publics. Le monde HLM, au travers de son président, M. Dumont, a signé un pacte, le pacte, l'agenda HLM 2015-2018, qui met quand même en avant le principe de la mobilité comme étant un des vecteurs importants des années à venir, et de faire en sorte que justement on puisse faciliter ce parcours résidentiel. Aujourd'hui, l'une des questions de cette table ronde était de dire est-ce que l'observation de terrain donne raison au logement intermédiaire. Effectivement, on a un peu du mal à le dire puisque concrètement, l'offre logement est insuffisante en Île-de-France. Donc il nous faut produire pour qu'on puisse évidemment constater que ce logement intermédiaire répond à cette demande de parcours résidentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de logements, les gens sont captifs de leur logement et donc ont du mal quand même à pouvoir sortir d'un logement. Il y a des outils qui existent, plus ou moins coercitifs. Il y a ce qu'on appelle le surloyer de solidarité, le SLS, qui est un outil qui nous permet quand même à nous, bailleurs, de pouvoir considérer à un moment donné qu'un locataire est peut-être en dehors des plafonds de ressources et donc de penser à lui trouver une autre proposition de logement plus en adéquation avec ses logements. Si on prend le cas, je dirais, de la limite entre un PLS, qui est donc je dirais le haut du panier du logement social, et le logement intermédiaire, on est sur des plafonds de ressources qui sont finalement de 20% entre les deux. Donc pour un couple de 3 personnes, composé de 3 personnes, on est d'un côté sur un PLS avec un revenu moyen du ménage mensuel d'environ 4 800 €. Pour le logement intermédiaire, on va être à 6 000 € en moyenne. Ce sont les plafonds de ressources fixés par les décrets qui sont publiés tous les ans. On voit qu'on n'a pas un très gros gap. Par contre, on est dans ce gap justement qui permet de dire qu'on est à 20% au-dessus du PLS et donc on a cette marche à franchir pour aller vers le logement intermédiaire. Donc très concrètement, c'est effectivement nous, en tous les cas, un exercice qu'on a avec nos équipes de gestion, de faire en sorte de trouver le meilleur logement en adéquation avec les ressources de nos locataires, mais l'offre est insuffisante. Donc il faut produire.
Et est-ce que ce parcours à l'intérieur de votre parc, quelqu'un qui démarre avec peu de revenus, qui au départ est purement HLM, puis tout à coup on a plus, éventuellement vous appliquez le surloyer, puis est-ce que vous pouvez le faire glisser à l'intérieur sur du logement intermédiaire pour peut-être 10 ans après aller sur l'accession sociale à la propriété? Parce qu'on peut raconter une histoire à l'intérieur d'un même organisme si on ne part pas, bien évidemment, ailleurs, dans une autre métropole régionale. En tout cas, nous bailleurs sociaux, on a effectivement un spectre assez large, finalement, d'intervention dans le cadre du logement, puisque vous parlez de l'accession à la propriété. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on vend des logements aussi à nos locataires, donc c'est en soi une étape, je dirais pas finale, puisqu'on accompagne nos locataires qui deviennent propriétaires. Et je ne vous cache pas que le logement intermédiaire est aussi un vivier de logements qui, potentiellement, dans 10 ou 12 ans, peuvent être proposés à la vente à nos locataires comme parcours ultime, je dirais, du parcours résidentiel. Donc ce logement intermédiaire a une vertu aussi, je dirais, au-delà de cette offre locative intermédiaire, d'un moment de pouvoir basculer dans l'accession. L'intérêt en tant que bailleur, c'est que nous, on accompagne et on est très proche de nos locataires qui deviennent accédants, parce que c'est quand même une nouvelle façon d'habiter son logement et de concevoir la vie dans une résidence. Donc on fait très attention évidemment à ce que nos locataires soient solvables et qu'ils puissent supporter le coût d'une copropriété. Et donc on les accompagne comme ça jusqu'au bout. Mais le logement intermédiaire est bien un produit immobilier qui peut muter à un moment donné aussi vers l'accession privée. L'accession à la propriété, pardon. Comme le thème, c'était justement le parcours, c'est voir comment le logement intermédiaire est au milieu du parcours. Est-ce que l'aboutissement du parcours était obligatoirement l'accession à la propriété? C'est un autre débat, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a un parcours et entre le début d'une carrière, la fin et les accidents de la vie qui font que tout ça est plus difficile à gérer, vous l'avez dit, c'est complexe. François, peut-être le point de vue des professionnels de l'immobilier aujourd'hui, est-ce que d'abord c'est avant tout un problème francilien? Alors déjà, j'utilise un micro que nous partageons en colocation avec Claire Juliard. C'est-à-dire que nous partageons une rareté ou une pénurie. Je vais être en double colloque. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'au fond, le problème du logement intermédiaire a émergé de façon claire pendant les états généraux du logement que Thierry Repentin, qui était alors président de l'USH, avait mis en place et auquel participait, je dirais, l'ensemble des opérateurs de la production de logements. Et on avait mis en évidence de façon assez microéconomique l'écart grandissant et souvent infranchissable pour beaucoup de ménages entre les logements les plus chers du marché et les logements les moins chers, qui restent le PLAI, aujourd'hui dans notre pays, qui est la partie la plus sociale du patrimoine des bailleurs sociaux. Et d'ailleurs, je trouve qu'avoir réuni ces premières assises du logement intermédiaire à côté de Saint-Honoré-des-Laux et de la place Victor Hugo, un endroit où à 25 € du mètre carré, tout se loue en quelques secondes, et à 30 € du mètre carré, on y arrive en général assez vite. Alors que si vous allez à la Courneuve, à moins de 10 km d'ici, vous allez avoir des ménages qui auront du mal à louer à 3,5 € du mètre carré, ça pose bien le problème. Alors ça pose bien le problème parce que et ce problème démarre en gros au milieu des années 90, quand les grands institutionnels, que ce soit les compagnies d'assurance, les caisses de retraite ou autres, sont incités pour des raisons techniques, je crois qu'il faut revenir toujours au début de l'histoire, à arbitrer leur patrimoine. Vous savez que jusqu'au milieu des années 90, en gros, notamment le sous-jacent de l'assurance vie devait être à 20% au moins basé sur de l'immobilier résidentiel. Or, au milieu des années 90, on s'aperçoit que les engagements longs des caisses de retraite, des assureurs, progressent à toute vitesse. C'est-à-dire que les engagements à terme vont très très loin et leurs actifs qui recèlent des plus-values potentielles considérables ne sont pas réévalués. Et donc on a des sociétés qui progressivement rentrent dans un équilibre entre engagement et capacité faciale de respecter l'engagement qui n'est plus tenable. Et donc on permet aux assureurs, aux caisses de retraite, de vendre leur patrimoine, ce qui créera d'ailleurs quelques sujets un peu chauds sur les ventes à la découpe, plutôt d'ailleurs dans Paris ou dans les quartiers chers de la France. Et donc ils arbitrent en externalisant de grosses plus-values, ce qui rééquilibre le bilan des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, etc., mais qui fait que d'un seul coup, une famille de propriétaires bailleurs qui, sans le dire, faisaient grosso modo de l'intermédiaire, disparaît. Et puis dans le même temps, on a une montée des prix régulière depuis 1997, jusqu'à la fin en gros jusqu'en 2010, qui elle naît d'un autre phénomène, qui est la baisse des taux d'intérêt, l'allongement des durées de prêt, qui fait qu'en gros, qu'un emprunteur en 2007
va emprunter 50% de plus que le même emprunteur en 97 en payant la même mensualité. C'est-à-dire que les prix ont augmenté de 50%, mais c'était indolore. Donc finalement, on a laissé les prix augmenter. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire 2010, quand on commence à travailler sur les états généraux, on se retrouve avec des déséquilibres considérables, après lesquels on est en train de courir tous depuis 4 ou 5 ans. Et ces déséquilibres ont conduit à ce que le spectre entre la rareté, donc je reviens à la colocation des micros, la rareté conduit d'abord au partage de ce qu'on peut partager, d'où la coloc. Hein, volontairement, la colocation est une forme de logement intermédiaire qui n'est pas dans le prix intermédiaire, mais dans le mode d'usage et les baux un peu différents qu'on imagine. Alors la loi Allure là-dessus crée un statut de la colocation, parce qu'on se rend bien compte que c'est une forme d'intermédiation. Mais si on n'est pas sur un mode d'occupation nouveau, dit intermédiaire, ben à ce moment-là, on va avoir entre des loyers à 25 € et des loyers à 3,5 € des marges qui vont devenir infranchissables. Parce qu'on raisonne souvent, nous, macroéconomiquement, mais quand on regarde ce que peut faire un ménage, quand il veut changer de statut d'occupation, passer du PLAI au plus, passer du plus au PLS, à une primo-accession, au locatif libre, sauf cas très exceptionnel, la capacité d'un ménage, c'est peut-être de faire un effort d'1 demi-euro du mètre carré par mois ou d'1 euro du mètre carré par mois de plus. C'est très rare, sauf quand on a gagné au loto, mais c'est très rare de pouvoir faire plus. Et donc, on se rend compte que ces tensions depuis 20 ans, ces déséquilibres croissants depuis 20 ans, ont conduit à un spectre nouveau et très large des prix, et que chaque marche à franchir est devenue, pour beaucoup d'entre nous, infranchissable. Et donc, tout le sujet du logement intermédiaire part de là. Alors, je vais être clair, Marc, ce n'est pas un sujet de privé ou de public, je pense que c'est le sujet de tous. D'abord, nous, en tant que producteurs de logements, je dirais au fond, qu'on produise pour des bailleurs sociaux, pour des sociétés comme Ogif ou la filiale Batigère de logement intermédiaire, c'est la même chose, qu'on produise pour tous les grands institutionnels dont on espère qu'ils vont revenir sur ce marché. C'est la même chose. Alors, il y a troisième déséquilibre, je ne l'ai pas dit, mais le cabinet Fidal a réalisé une étude il y a 1 an sur la fiscalité du logement neuf dans 7 pays européens, dont la France et tous nos voisins. Et on s'aperçoit que dans le prix d'un logement neuf en France, la fiscalité pèse en moyenne 12,5% de plus que chez tous nos voisins. Et comme on aime bien citer l'Allemagne, c'est 17% de plus par rapport à l'Allemagne. Donc quand on constate ce déséquilibre-là, l'État dit, bon, je suis prêt à mettre une TVA à 10%, déjà ça va rattraper 10% du déséquilibre. Mais on voit bien que, quand je vous dis qu'on court après des déséquilibres, en voilà un exemple. Alors, tout le problème, c'est de se mettre, d'arriver à recréer ce que les mathématiciens appelleraient un gradient de loyer. C'est-à-dire, dans un monde idéal, il faudrait qu'on ait une offre à 4 €, à 5 €, à 6 €, à 7 €. On sait que ce n'est pas possible. Mais je pense qu'en revenant avec cette notion d'intermédiaire, alors intermédiaire, c'est un mot curieux, hein, c'est quelque part entre deux univers. On a une idée de quelque chose de pas durable, forcément, mais ça dit bien les choses. Il faut fabriquer une offre qui permet aux gens d'évoluer, qui permet à ceux qui paient le solidarité de solidarité de sortir du parc HLM, qui permet aux jeunes actifs de trouver un logement dans un parc HLM dont on sait qu'aujourd'hui son offre est insuffisante par rapport aux besoins, notamment en Île-de-France. Et donc il faut qu'on trouve des solutions. Et alors, je voudrais évoquer, pour conclure cette intervention, un exemple, quand je dis que c'est l'affaire de tous, la Fédération des promoteurs immobiliers travaille avec, alors vous me pardonnerez, avec les ESH du périmètre des caisses d'épargne, les SA d'HLM du périmètre des caisses d'épargne, pour créer un nouveau statut de foncière de logement intermédiaire, où on unirait nos compétences, nous de producteurs, eux de producteurs également, mais aussi de gestionnaires, et dans une logique qui s'intégrerait dans le cadre de l'ordonnance sur le logement intermédiaire, avec, vous le disiez tout à l'heure, des possibilités d'arbitrage au bout de 10 ans. Parce que, dernière chose, on voit bien que les collectivités locales, aujourd'hui, qui sont prêtes à donner un coup de pouce en subvention pour permettre à des jeunes de s'implanter sur la commune, sont très réticentes de le faire pour l'accession, parce qu'on voit bien que c'est un coût important. Et quand on va aider quelques dizaines de ménages pour faire de l'accession, et se pose après la question du traitement de la plus-value s'ils ont besoin de revendre au bout de 5 ou 6 ans. Ça fait que les collectivités se rendent compte qu'elles mettent beaucoup d'argent, et puis que, quelles que soient les clauses qu'on met en droit, qui ont une validité juridique pas très évidente sur le sort de la plus-value si jamais les ménages revendent dans les 7 ou 8 ans, eh bien, pour les collectivités locales, c'est problématique. Alors que les parcours, l'aide des collectivités sur le logement intermédiaire, c'est-à-dire 1 ou 2 ou 3 € de plus que le logement social,
pour des ménages qui vont au moins rester 10 ans, en tout cas un bail qui va rester pour 10 ans sans possibilité de levée d'option avant la 11e année, ça intéresse beaucoup plus les collectivités locales, et là, elles sont prêtes à faire des efforts. Voilà ce que je pouvais dire. Dernière chose, je voudrais dire, sur la mobilité, il ne faut pas non plus qu'on désespère. L'OCDE a fait une étude en 2011 qui montrait que finalement, la mobilité en France, c'est pas loin de là la plus mauvaise d'Europe, puisqu'on doit être au 7e ou 8e rang sur les 25 pays de l'Union, avec une mobilité de l'ordre de 8%, devant l'Allemagne et devant la Grande-Bretagne. Donc il faut aussi se dire que de temps en temps, on n'est pas non plus les plus mauvais de la classe. Merci François d'avoir rappelé que d'abord c'est un sujet pour tous, mais tu l'as dit par rapport aux aides que peuvent avoir les collectivités, notamment sur l'accession. C'est vrai que l'idée qu'il puisse y avoir une plus-value trop rapide nécessite de trouver des nouvelles formes pour accompagner cela. J'ai noté aussi, mais je crois qu'il faut l'intégrer aujourd'hui, ce que tu as dit tout au début sur la colocation, même si elle existe depuis longtemps, parce que très clairement, on voit une économie qui est en train de bouger énormément sur l'économie du partage, tout sujet confondu. La colocation, c'était le début. La voiture, aujourd'hui, c'est totalement nouveau. On s'aperçoit que maintenant, il y a Airbnb, on loue les vacances et on a des revenus nouveaux. Et cette économie du partage peut beaucoup bousculer les lignes dans les années à venir, même si les sondages maintiennent que 75% des Français rêvent d'être toujours propriétaires, alors que 57% seulement le sont. Donc ça reste, j'ai envie de dire, le parcours résidentiel au bout du bout, c'est l'envie de le devenir. Mais dans le cadre de cette nouvelle forme d'économie du partage, on peut avoir des lignes et des fractures qui vont beaucoup bouger dans les 10 années qui viennent. C'est à suivre de très près. Juste avant de vous donner la parole, je vais peut-être revenir vers vous pour avoir quelques chiffres justement sur la sortie des jeunes du logement intermédiaire, où ils vont, puisqu'on a vu au départ quels étaient les entrants.